Ça y est, nous sommes au Danemark. Nous éviterons la capitale, Copenhague, la petite sirène et ses grands musées. Notre objectif, c'est le Cap Nord. Et c'est loin. Parti le 31 juillet au soir, nous voilà déjà le 2 août. Au passage, nous découvrons quelques réalisations danoises. Le beau temps est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Et quand tu es absente, j'espère. Nous allons maintenant emprunter notre deuxième bac obligatoire à Elseneur, là où Shakespeare a situé son Hamlet. Värnamo est une ville très géométrique, avec de nombreuses demeures cossues. Cette ville a probablement été reconstruite. Elle nous apparaît déserte, comme déjà confinée, suivant ce terme aujourd'hui réellement d'actualité. Une paix qui évoque curieusement celle des cimetières, mais en fait des cimetières où l'on ne ressentirait aucune tristesse. Une forme de tranquillité et de paix quasi rurale en pleine ville. Cette route orientée plein nord est véritablement interminable et bien peu fréquentée. Elle est régulièrement bordée par de belles maisons de construction traditionnelle. À cet endroit, un pont-levis nous barre la route afin de permettre le passage d'un bateau circulant sur un canal dont l'existence nous est ainsi révélée. Nous ne verrons que le mât traversant la chaussée. Au nord de la Suède, la mer Baltique, à Sundsvall. Le lac de Vättern est bordé au sud par l'une des 10 plus grandes villes de Suède, Jönköping, avec ses 120 000 habitants. Le lac lui-même mesure 120 km de long et 30 km de large. Une bien belle surface aquatique. C'était à l'époque de Tchernobyl. Nous étions en plein dedans. Nous ne savions pas à ce moment que la cueillette des myrtilles dans cette région était déconseillée. Et pourtant, nous en avons un peu abusé.
C'est une région extrêmement forestière, presque exclusivement arborée, avec des résineux. Attention, si vous quittez la route pour un petit tour tranquille en forêt, de formidables nuées de moustiques vous attendent avec appétit. J'en ai fait la pénible expérience. Pourtant, les guides écrits que j'avais consultés m'avaient prévenu. Depuis la Suède, ces fleurs mauves nous accompagneront de chaque côté de la route et jusqu'au Cap Nord. On voit aussi ces fleurs blanches qui bordent la route avec leurs mèches cotonneuses battues par les vents. Les réserves du Nord attribuées aux Lapons qui ont dû se cantonner à ces territoires, à l'image des réserves indiennes aux États-Unis. Jukkasjärvi, dans la banlieue de Kiruna, grand centre minier au nord de la Norvège. Jukkasjärvi est un gros bourg cossu où est implanté un musée lapon. Les Norvégiens préfèrent voir les lapons confinés sur un territoire proche du musée qui leur est consacré, plutôt que de voir les lapons répartis sur tout leur territoire. Nous sommes donc dans ce musée qui regroupe des objets domestiques d'une longue tradition. Berceaux, harnais, colliers d'animaux, talismans, tambours sacrés gravés de signes divers et variés, dont il ne reste qu'une dizaine d'exemplaires dispersés dans des musées. Les autres tambours ont été brûlés ou confisqués par les évangélisateurs. Les Lapons ont une interdiction totale de se regrouper, de se réunir, afin d'espérer revendiquer une quelconque identité nationale. À cette époque, il restait une trentaine de milles de Lapons. Nous eûmes la chance de prendre en stop un de leurs jeunes bénéficiant d'une permission militaire. Il nous déclara : « Nous ne faisons pas le poids, nous sommes condamnés par l'histoire. Je vous remercie de pouvoir témoigner de ce qu'ils font de nous. » Il faut savoir que ces jeunes Lapons sont intégrés de force à l'armée. Il était impatient, celui-là, d'enfiler ses habits traditionnels, bien rangés dans son sac, et qu'il nous montra. La hutte laponne. Du sud au nord
du continent américain, ainsi donc qu'au nord de l'Europe, les anciennes tribus pratiquaient le chamanisme. L'interminable ruban routier nous fait pénétrer dans le pays des rennes et dont les forêts demeurent infestées par des milliards de moustiques. Nous sommes à Jokkmokk, un gros village emblématique sur le territoire de la Laponie suédoise. Nous sommes à 7 kilomètres au nord du cercle polaire et nous sommes le 7 août. Les motoneiges étaient bien entretenues. Il y a aussi un musée à Jokkmokk et l'église a évidemment une fonction importante. Les tranches de saumon que nous avons mangées là-bas étaient divinement délicieuses. Les fruits, comme les pommes et les poires, étaient vendus à l'unité. Regardez cet extraordinaire couple de rennes. Le mâle circule au milieu de la route, sa femelle étant à l'abri sur le bas-côté de la chaussée. Nous voici à Kafjord, la bourgade la plus septentrionale d'Europe occidentale. Nous sommes maintenant en Norvège. Une ultime traversée en bac pour atteindre une île du bout du monde qui nous fera parcourir 140 kilomètres sur la route européenne E69 que vous voyez sur la carte et qui nous mènera jusqu'au Cap Nord.
Ça y est, nous avons vraiment atteint ce fameux Cap Nord. Il est 22h15 et comme des dizaines de personnes ici rassemblées sur cet ultime éperon qui domine l'océan Arctique d'une hauteur de 300 mètres, nous allons assister à l'interminable coucher du soleil tout droit là-bas vers le pôle distant de 2100 km et dont maintenant plus aucun obstacle nous sépare. Nous allons reprendre le bac en sens inverse afin de rejoindre le continent. Ce bac est annoncé à 2 heures du matin. Il est passé minuit quand je prends cette photo à contre-jour. Il y a suffisamment de clarté pour lire un éventuel journal. Ce bouleversement de la lumière par rapport à nos habitudes, cela est très dérangeant, jusqu'à perdre tous nos repères temporels. On baigne dans une forme d'irréalité que nous n'avions jamais connue, mais qui est familière aux populations locales. Nous sommes au bord de l'océan glacial. Hammerfest a connu depuis quelques années des réalisations architecturales qui ont inspiré, après coup, des architectes du monde entier. En particulier, l'église et le musée. Colonial. Les Lapons savent encore ce que c'est aujourd'hui, puisqu'ils vivent en colonisés.
Des séchoirs à poissons sont disséminés le long des installations, des entrepôts non protégés des pêcheurs locaux. De mystérieux graffitis ornent certains rochers qui doivent avoir une signification incantatoire. Et la route, à nouveau, se déroule devant nous, dans un de ces paysages beaucoup plus bousculés par la tectonique des plaques, avec ses fjords, ses espaces au relief tourmenté, et tout cela est d'une beauté extraordinaire. Cela forme une magie très démonstrative. Nous nous arrêtons sur une plateforme à l'écart de la route. Nous avons chargé un touriste pédestre d'origine flamande. Nous lui ferons partager notre dîner. Et il montera sa petite tente à proximité de notre camping-car. Nous avons un point d'eau disponible au bord du cimetière où nous sommes arrêtés pour la nuit. Cela tombait bien, notre réserve d'eau était épuisée. Le matin venu, nous quittons notre campement pour atteindre Tromsø. Nous découvrirons une petite ville superbe et industrieuse. Comme déjà signalé, le beau temps se maintient tout au long de notre périple. Des musiciens, inspirés par leur foi, chantent devant nous avec conviction, peut-être en priant pour le salut de notre âme. Et tout finit par se fondre dans une mer devenue tout à coup silencieuse. Nous sommes toujours au nord du cercle polaire et nous avons décidé de quitter le sol continental de la Norvège pour nous rendre aux îles Lofoten, nom magique qui inspira à l'écrivain Miloš un bien sombre poème. Rien de sombre pourtant pour nous, nous allions vers un sentiment permanent de merveilleux, en traversant un chapelet d'îles aux reliefs tourmentés et magnifiques, reliés par de gigantesques ponts ou des bacs qui nous éloignent toujours vers l'ouest des côtes norvégiennes.
Nous arrivons quelque part, pas plus loin qu'il n'est possible. Devant nous, ce A presque français, le nom d'un lieu-dit particulier, le bout du monde. La route ne saurait aller plus loin. La fin et le commencement. Se présente un petit port de pêche, certainement très actif pendant la bonne saison. Pendant notre séjour, ce sera un port fantôme. Pas un habitant, pas un animal, pas un seul mouvement de bateau. Toute activité semble avoir été brusquement suspendue. Tout est idéalement propre. Nous sommes imprégnés par cette magie du dépaysement et du silence dans lequel nous baignons. Nous nous intégrons avec notre véhicule dans ce paysage grandiose, immobile et fascinant où la nature règne à tous les niveaux. Nous serons là pendant plusieurs jours. Nous n'en croyons pas nos yeux. Ce n'est pas un rocher comme je le pensais. Ma compagne me signale que c'est un rocher qui bouge. C'est effectivement un gigantesque aileron qui glisse sur la surface de l'eau. L'énorme squale longe tranquillement les moindres anfractuosités de la côte. Un silence extraordinaire s'est tout à coup installé. Plus aucun chant d'oiseaux. Le voilà qui se rapproche d'une famille de canards qui essayent de glisser discrètement vers le rivage. Les oiseaux décrivent de grands cercles au-dessus de la Seine et semblent vouloir créer une diversion vers le large pour le détourner de la famille de canards. Nous sommes absolument hypnotisés par cette petite tragédie qui se noue. Mais il ne se produira rien de fâcheux pour ces canards qui réussiront à gagner la rive. L'orque continuera sa lente errance mystérieuse en s'éloignant progressivement. Après une route que nous jugeons toujours interminable, nous nous retrouvons dans une région tout à fait désolée. À perte de vue, c'est un désert de cailloux. Nous sommes sur un immense plateau. L'hiver est extrêmement rude dans cet endroit, au point
qu'ont été installés à intervalles réguliers des tunnels refuges pour les trains. Sur cette vue, nous sommes juste sur le cercle polaire, identifiable par de petites pyramides installées, elles aussi, à intervalles réguliers. On rencontre souvent de petits tas de pierres, des cairns, qui font penser aux coutumes des anciens bergers qui construisaient ces petites pyramides sur les sommets des monts, y compris chez nous, en France, et certainement dans les autres pays d'Europe. Un de ces tunnels refuges. Il semble évident que les Lapons vénèrent ce lieu. Nul doute que partout sur la planète où les colonisateurs ont sévi, les descendants des anciens peuples n'ont pas oublié leurs racines. Il faut noter que cet endroit est d'ailleurs particulier, puisqu'à partir de là, direction sud évidemment, le soleil de minuit n'a plus d'existence. Comme quoi, nos anciens en savaient plus que nous pouvons le supposer. Sous différentes représentations, nous verrons beaucoup d'images d'élans, mais en vérité, de vrais élans, on n'en aura pas vu un seul. C'est un plaisir de faire le plein de gazole qui nous revient à 1,87 franc le litre, 1,87 franc de cette époque en 1986. Succès, renommée du pain français. À Oslo, nous ciblerons le musée des arts et traditions populaires. Les Nordiques adorent les lapons, surtout et en particulier lorsqu'ils sont sous l'aspect de figurines.
Très jeune, j'ai lu avec avidité l'épopée de ce chercheur émérite qui, avec quelques compagnons, a réussi la traversée du Pacifique sur un radeau de bambou qu'ils avaient confectionné selon les techniques des temps anciens. Tout cela pour prouver que les peuplades de l'archipel des Tuamotu étaient originaires de peuples qui étaient initialement fixés en Amérique du Sud et qui auraient donc colonisé ces îles de cette façon. Et Thor Heyerdahl réussit son pari. Cette expédition, réalisée en 1947, eut un énorme retentissement dans les milieux scientifiques. Ce fut pour moi extrêmement émouvant de m'apercevoir que j'allais pouvoir contempler, bien des années après cette découverte, ce radeau, cette embarcation exceptionnelle, et qui m'avait tant fait rêver.